Quel mot plus évident que le mot bonheur, pour lequel on engage une quête, pour lequel on entame une recherche, pour lequel nous allons mettre en place des moyens. Mais le bonheur est-il finalement cet objet? Que nous raconte l'histoire du mot bonheur? Le bonheur est-il quelque chose que l'on doit trouver? Telles sont les idées, les questions, les investigations quotidiennes que la vérité populaire pose sur ce mot. Dans cette quatrième enquête que j'ai dégustée, je vous propose d'aller explorer le mot bonheur dans son histoire, mais aussi dans toutes ses interstices. Et je vous propose, à l'issue de cette enquête, comme les précédentes, d'en ressourcer le sens pour repenser notre quotidien et, je l'espère, lui ouvrir de nouveaux possibles. Dans ma troisième enquête sur le mot objectif, j'ai abordé la manière dont Pierre Athanase Larousse posait le sujet de l'objectif et les erreurs associées. Et je propose de commencer cette enquête en redécouvrant son propos, car il parle à ce sujet du mot bonheur. On ne peut concevoir que l'objectif puisse en aucun cas se confondre avec l'objet lui-même. On dit très bien que le bonheur est l'objet de toutes nos aspirations. Mais que veulent dire ceux qui en font l'objectif de tous leurs vœux? Voici le point d'entrée de mon enquête pour tout de suite enlever cette erreur de fond qui viserait à poser le bonheur comme une quête, c'est-à-dire comme un objet extérieur à nous que nous devrions trouver pour le vivre. Comme toutes mes recherches, je commence par ouvrir le grand dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray. Et à l'instar du mot surdoué, je découvre que le mot bonheur renvoie au mot heure. Je décide tout de suite d'ouvrir un autre dictionnaire qui est le dictionnaire Godefroy. Et ce qui va être intéressant dans ce dernier, c'est que le mot heure existe en l'état, E-U-R, et qui renvoie à or, or, qui désigne littéralement chance, bonne chance, mais aussi la cause, la raison, le motif. Je ne peux m'empêcher de partager avec vous ce vieux proverbe du XVe siècle. Mieux vaut heure que trop beau, non. Ce qui veut dire littéralement, mieux vaut avoir de la chance que d'être beau, non. Dans une deuxième signification, nous trouvons aussi cette idée de or, ur, qui désigne cette idée de bord, de bordure, d'extrémité. Cette deuxième signification renvoie vers une troisième, heure, E-U-R-E, qui désigne littéralement fortune, sort, qui vient de or, H-O-R-E. Et cette signification glisse vers heurement, sans H, qui désigne lieu favorable. Ce que je trouve passionnant dans ce genre de recherche, c'est un petit peu comme si j'étais devant un métier à tisser. Les mots s'enchaînent, se tressent. À la fois, il ne faut pas perdre le sens ni les idées, mais à la fois,
nous nous rendons compte à quel point on ne peut pas séparer d'un mot d'un autre. Eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de découvrir là. Par exemple, heure va devenir heuré. Et puis, heuré devient heurté, qui, avec le H, devient heurté, va renvoyer à la notion de fortuna, de felicitates, qui renvoie à cette idée d'être finalement heurté par quelque chose qui nous vient de la providence et de la vie. Et le mot fortunae nous renvoie à la notion ancienne de fortune, de sort, de destin, de hasard, d'événements heureux, d'événements malheureux. Mais la fortuna, c'est aussi et avant tout la déesse de la destinée. C'est elle qui, à Rome, apporte l'approvisionnement des soldats. C'est elle qui remet la corne d'abondance à Héraclès. Il est d'ailleurs dit qui, par vertu, affronte la fortuna, s'élève en héros. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors que nous sommes capables, par puissance, par courage, d'affronter cette déesse, la fortuna, qui est maîtresse de la destinée, alors nous pouvons devenir héros. Voyez comment ces simples idées bâtissent et ancrent encore aujourd'hui notre conviction au quotidien, de nous dépasser, d'aller réussir. Ces notions qui, nous verrons dans quelques instants, peuvent nous éloigner de ce mot bonheur et de ce qu'il peut nous apporter. Le mot fortuna pose dans ses différents sens le mot hasard, qui nous vient d'ailleurs de l'origine arabe al-sar, qui était le jeu de dés. Donc le jeu de dés va donc impliquer à la fois le lancer de dés, c'est pourquoi nous avons cette notion de point marqué par la tombée du dé. Cette tombée aléatoire, non prévisible, qui va donner au joueur qui l'a lancé la fameuse chance, la bonne chance. Le dé symbolise ici la chance du joueur, la chance donnée par la fortune, la destinée. Mais toujours sur ma table à tisser, je ne peux pas passer à d'autres mots, car d'autres se tressent avec cette notion de hasard, de fortuna. C'est l'agorium, c'est l'augure, c'est le présage. Le voyant que nous allons voir, le devin que nous allons voir, qui va nous prédire si oui ou non la chance nous sera favorable au jeu. Car c'est exactement ça. Le latin impérial agorium nous renvoie à l'idée de présage favorable ou non, qui va donc renvoyer à la chance. Cette chance apportée par le destin qui va nous permettre de pouvoir savoir si nous allons gagner ou non au jeu, si le dé va tomber au bon endroit, offrant à la main la chance qu'elle escompte. Ainsi, le gorium se corrèle, c'est-à-dire se met en lien avec la science des augures, l'augurie, la divination, les présages. Mais le mot chance, dans ce qu'il est intéressant, et on le voit au XIIe siècle, qui s'écrit d'ailleurs chance C-H-2-A-N-C-E, renvoie à l'idée de cadentia, de cadencer, cette notion qui s'enchaîne, mais aussi de cadérer, de tomber. La chance tombe sur nous. N'oublions pas que dans l'Antiquité, les dieux de l'Olympe sont ceux qui donnent la chance aux mortels, ou c'est ceux qui donnent l'infortune aux mortels. Je ne peux m'empêcher de partager avec vous cette petite perle trouvée dans les différentes recherches des différents dictionnaires. C'est ce qu'il se passe si vous enlevez la lettre N à chance. Vous retrouvez dans l'ancien français le mot chasse. Et le mot chasse désigne littéralement le cercueil. Comme quoi, une seule lettre vous fait passer de la chance au cercueil. Je vais donc terminer avec le mot augure, avec cette idée qui nous vient de l'italien augurio, du latin augurium, présage. Ça, je l'ai déjà dit. Mais, avec la chute du G médiéval, nous allons avoir donc aurium, qui vient de l'ancien français, aur, que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui va être adouci par le passage du A en E, qui devient heure. Puis, avec le H, par ce qu'on appelle en grammaire la prothèse, qui était écrit dans l'ancien français prosthèse, qui dit littéralement l'action de poser devant, contre, sur, qui va donc devenir heure. Et on voit comment progressivement la transformation du mot augure devient heure, auquel va s'associer le mot
bon. Passionnant, non? Dans ce tressage amorcé, je reviens quelques instants au mot fortuna, qui, je l'ai dit, renvoie à la notion de sort, de destin, de hasard, d'événements heureux ou malheureux. Et avec ce mot, nous trouvons le mot prospera, qui veut dire littéralement bonne fortune. Le mot adversa, qui veut dire mauvaise fortune. Altera, fortune contraire. Integra, bonheur sans nuage. Fortunae secondae, circonstance heureuse. Le terme fortunarius veut dire littéralement amené par le produit du hasard. Fortunate, heureusement avec bonheur. Fortuno, rendre heureux, faire prospérer. Mais le préfixe for vient du latin foris, qui ajoute au mot qu'il sera formé une idée d'en dehors. Il y a donc dans cette idée de fortune, quoi qu'il en soit, l'idée que cela viendra du dehors et pas de l'intérieur. Et ceci est un aspect clé, pour ne pas dire fondamental, dans l'appréhension du bonheur. Nous venons de voir comment le mot heure se décline et se tresse d'un ensemble de notions qui échappent à l'humain, qui échappent au mortel que nous sommes. Nous allons pouvoir maintenant aborder l'autre mot qui le complète, c'est-à-dire bon. Dans le Becherel de 1856, tome 1, page 431, nous pouvons appréhender bon, du latin bonus, avec le sens suivant, qui a en soi toutes les qualités convenables à sa nature, à sa destination, à l'emploi qu'on veut en faire, à la fois physique, bonne terre, bon pâturage, bon pain, mais aussi au sens moral, de bonnes idées, de bon cœur, de bonne qualité. On retrouve en complément dans le Ray, dans sa version de 2000, cette idée suivante de convenance, qualifier un être possédant les qualités jugées propres à sa nature, à son sexe, à son rang, à sa fonction, selon le code culturel dominant. Nous voyons donc comment l'évolution entre Becherel et Ray d'ailleurs implique cette dimension de code culturel dominant et comment bon est imprégné de ce code culturel. Et d'ailleurs, bon, qui vient de bonus, qui renvoie à l'idée donc de convenable, d'estimable, de brave au sens militaire, confère à cette idée de virtus que j'ai abordée il y a quelques instants, ce sens de virilité, de force, d'influence, de miracle, de force surhumaine, de valeur, de courage. D'où, je le répète, qui par vertu sait affronter la fortuna, se grandit en héros. Nous voyons donc comment cette idée de bon va glisser vers l'idée de bonne qualité, de perfection, de mérite et de caractère. Comment finalement cette idée de psychologisation du mot bon va influencer tout le 19e siècle et le 20e siècle. C'est pourquoi je suis reparti dans le passé pour investiguer le mot bonheureté, qui veut dire bonté, mais aussi le mot bonheur, sans le H, qui veut dire littéralement heureusement sous une bonne étoile. On retrouve aussi d'ailleurs le mot bon, certes au sens latin bonus, il y a aussi un autre sens qui s'y glisse, c'est le latin utilis, qui veut dire littéralement qui apporte un avantage pratique. Le bon né, c'est intéressant, bon né, heureusement né, le bienheureux. Et là encore, nous voyons comment il serait aisé de tresser ces notions avec les différentes enquêtes passées, dont la première sur le mot talent, heureusement né, le bienheureux, la chance, la fortuna, celui qui reçoit en don, en talent, des aptitudes par d'autres forces. Entre Pierre Larousse et Louis-Nicolas Becherel, dit l'aîné, se trouve un champ de nuances du mot bon que je souhaite évoquer maintenant. En effet, le mot bon va signifier consciencieux dans ses actions, dans l'exercice de son art. Doux, humain, indulgent, affectueux, candide et honnête, sage, prudent, bien avisé, de bons conseils, qui produit avec habileté, avec adresse, avec goût, vertueux, conforme à la justice,
à la morale, au devoir, à l'équité, productif, convenable, salutaire, qui a une utilité, une aptitude, une propriété spéciale et déterminée, heureux, favorable, propice, une disposition d'esprit, les manières d'une personne, les qualités d'âme, les productions de l'esprit et de l'art. Nous voyons comment bon renvoie aussi à cette idée de bien doué que nous avons abordée dans l'enquête 3 avec surdoué, habile, expert en son art, dans sa profession, dans ce qu'il fait. Dès lors que les deux mots sont peu ou prou posés, appréhendés, ou d'un côté nous avons heure qui renvoie à des forces externes à l'humain, à nous mortels, et d'un autre côté bon qui renvoie à des qualités de l'humain, du mortel, nous pouvons appareiller ces deux mots pour n'en faire qu'un et explorer les possibles sens. Nous avons cette idée de bonheur, état heureux, de prospérité, d'événements heureux, de bonne fortune, de bonheur inespéré. Et là encore, cette espèce de confusion entre heure et bon va nous amener à aborder un mot pivot, circonstance. Je dois bien dire que j'adore ce mot, circonstance, qui vient de circumstare, qui se tient autour, qui a donné lieu à Circus, parlant de l'espace autour d'eux avec l'idée d'entourer complètement. Cette notion de circonstance ne peut donc pas être séparée de l'idée de bonheur. Pourquoi ? Eh bien parce que nous allons voir comment la capacité à appréhender ce qui se tient autour de nous va influencer notre capacité, notre qualité de bon. Dans le dictionnaire de 1793, il est écrit « bonheur » associé à l'idée de félicité. Mais, dans le Deveau-Repierre, la félicité renvoie à l'état heureux, de prospérité. Heureux au sens de dérivé de heure, de chance, qui a la marque du bonheur, qui bénéficie d'un destin favorable. Mais, une précision vraiment utile maintenant. Le bonheur marque proprement l'état de la fortune qui est conforme aux besoins et aux désirs de l'homme, est-il dit. La félicité exprime plus particulièrement l'état du cœur et de l'âme qui a tout ce qu'elle désire. Donc notre bonheur éclate aux yeux du public et nous expose souvent à l'envie, là où la félicité, notre félicité, se fait sentir à nous seuls et ne s'accompagne d'aucune amertume. À ce stade de notre investigation, le bonheur implique une extériorité qui peut nous échapper et qui va nous demander une attention. Je vais l'aborder dans quelques instants. Là où la félicité nous demande une autre forme d'attention, une appréciation de nos états intérieurs. Et cette nuance vaut être précisée parce que cette confusion entraîne finalement une quête impossible, car le bonheur finalement ne peut être un objet au sens de l'objectum que j'ai abordé dans la troisième enquête, c'est-à-dire un objet sans nom. Avec le mot heure, nous avons entre autres le mot chance, mais aussi le mot circonstance. En Chine, ces notions n'existent pas en l'état. C'est pourquoi l'équivalent, j'ai dit bien l'équivalent, de l'idée de chance serait le ch, le potentiel de situation, la circonstance favorable. Cette idée de ch en termes de potentiel de situation, de circonstance favorable, pourra donc trouver un écho avec le mot perceptif. Car c'est certainement ici cette capacité humaine qui va donner toute cette potentialité à appréhender et à expérimenter ce que nous appellerons le bonheur. J'ai bien dit expérimenter et non pas rechercher. Pourquoi ? Parce que le préfixe de perceptif, per, désigne littéralement à travers, pendant. Il vient du grec d'ailleurs, péri, en avant, exprimé. Or, il y a, avec ce terme perceptif, qui vient de perceptivus, l'idée d'une extériorité, d'une indifférence à, percevoir de manière indifférente ce qui se pose à nous. Il y a donc perceptif
différent de perceptible. Perceptible, c'est qu'il n'est déjà pas assez engagé, ce que nous n'arrêtons pas, que nous ne transformons pas par notre intellectuel, ce à quoi nous ne cherchons pas à donner du sens, de l'augure, du présage. Et cette notion est importante parce que, vous voyez, entre bon et heure, il y a de l'entre, il y a à l'origine ce trait d'union. Et c'est de ce trait d'union, dans cet entre, que le perceptif va permettre à l'affectif de pouvoir saisir, d'appréhender toute cette sensorialité qui va nous permettre d'avoir ce sentiment d'expérimenter le bonheur. La pensée grecque va nous apporter une matière féconde, en particulier sur deux notions, le kairos et la touché. Le kairos et la touché sont des grandes forces cosmologiques qui imprègnent le domaine de la navigation. La touché, puissance d'ambivalence, est considérée comme ambiguë, est la fille d'Océan et de Thétis. Mais la touché, qu'on associe volontiers à la chance, est le symbole du changement. Elle représente l'aspect de la condition humaine ballottée par les flots. La touché est donc cette occasion de réussir, c'est cette capacité de prévoir par la Prométhée, et qui n'est autre que cette grande qualité d'anticipation, que nous retrouvons d'ailleurs en proximité avec le che que j'ai abordé, cette capacité à appréhender les signaux faibles, ce qui arrive progressivement au loin et que le regard avisé va appréhender. La touché est donc cette grande capacité à prévoir ce qui pourrait advenir. Nous voyons aussi cette correspondance avec ce qui va devenir la circonstance, ce qui va devenir l'opportunité, cette notion de ce qui devient présent à mes yeux, ce qui me renvoie de facto au kairos. Le kairos, donc c'est en face à la touché, apporte au marin cette capacité à saisir le moment propice. Il est capable d'appréhender au loin les nuages qui commencent à s'amorcer et qui lui permettent de savoir si c'est une opportunité ou si c'est un risque. Il y a donc dans cette idée de kairos cette capacité à saisir une suite d'événements qui va conduire à du favorable ou à du défavorable. Et nous voyons comment cette qualité permet d'appréhender la circonstance, permet d'appréhender l'opportunité, c'est-à-dire ce qui se présente à mes yeux. Dès lors que le kairos et dès lors que la touché sont entraînés, alors nous voyons comment ces deux notions qui s'inscrivent dans cet entre bon et heure offrent une perspective qui n'est plus uniquement sujet à la seule dépendance de soi face à la quête du bonheur. Dans ma seconde enquête sur le mot surdoué, j'avais été passionné par la découverte de Santiago Rusiñol. Je n'avais pas imaginé qu'un mot aurait pu m'amener à découvrir toute l'histoire d'un homme. Eh bien, j'ai vécu le même enchantement avec le mot bonheur. Car si le mot bonheur est masculin, c'est une femme qui, me semble-t-il, en incarne le sens. Et cette femme n'est autre que Rosa Bonheur. C'est le 16 mars 1822 que Rosalie Bonheur vient au monde. Elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Son père, Raymond Bonheur, est un peintre connu et reconnu. Raymond Bonheur perd son épouse alors que Rosalie est toute jeune. Il décide de mettre ses 4 enfants en pension. Mais Rosalie, très jeune, dès l'âge de 4 ans, prend déjà le crayon et est capable de reproduire des animaux de manière étonnante. Ce qui attire l'attention de son père, qui décide de la faire revenir près de lui. Il est dit de Rosalie Bonheur qu'elle était artiste en venant au monde et que son hochet fut un pinceau et ce pinceau devint une couronne. Rosalie Bonheur a vécu pendant 77 ans. Elle est décédée en 1899. Elle a peint pendant 73 ans. Elle a passé plus de 60 ans à étudier les animaux, en particulier l'ostéologie, l'anatomie. Elle n'avait rien à envier à Léonard de Vinci. Absolument rien. Concernant cette étude continue de l'œil,
Il est possible de lire dans l'ouvrage Atelier Rosa Bonheur de Léon Roger Millès, ouvrage de 1900, le texte suivant. Puis il y a l'étude de l'œil. Cette étude qu'elle a poursuivie pendant plus de 60 ans et qui lui a permis de pénétrer réellement dans l'âme des bêtes et d'imprimer à leur masque une physionomie qui est bien telle qu'elle doit être. Ceci a l'air d'une naïveté. Je crois au contraire que ce sera l'un des mérites les plus originaux de Rosa Bonheur d'avoir su donner à ses modèles à quatre pattes la part de psychologie qui leur est propre. Ce qui caractérise Rosalie Bonheur, c'est qu'elle va devenir l'une des grandes peintres, sinon la plus grande peintre animalière du XIXe siècle. Rosalie Bonheur va être fortement inspirée par l'abbé Félicité de Lamennais, qui sera d'une certaine manière un mentor de papier, c'est-à-dire une figure inspirante qu'elle va profondément étudier. Elle s'est consacrée toute sa vie à son art, ce qui fait d'elle, en tout cas c'est ce qu'on lui attribue, une femme libre, pour ne pas dire la première grande féministe. Il me semble hasardeux de lui attribuer cette qualité, parce que c'est pas ce qu'elle a cherché. Elle le dit elle-même d'ailleurs, concernant le fait qu'elle fut l'une des 3 femmes au XIXe siècle à avoir l'autorisation de travestissement. Cette autorisation est actée en 1857. Elle dira d'ailleurs « Si j'avais trouvé que les pantalons convinssent à mon sexe, j'aurais délaissé complètement les jupes. Mais ce n'est pas le cas. Aussi n'ai-je jamais conseillé à mes sœurs de la palette des habits d'homme dans les circonstances ordinaires de la vie. Si cependant vous me voyez vêtu comme je le suis, ce n'est pas le moins du monde dans le but de me rendre original, ainsi que trop de femmes l'ont fait, mais tout simplement pour me faciliter mon travail. » En effet, Rosalie Bonheur va dans les forêts, va dans les champs, quels que soient les moments de l'année, pour observer, pour écrire, pour dessiner, pour peindre. C'est donc le pantalon qui est donc l'habit qui lui convient le mieux. Il n'y a donc pas de défiance, comme on a pu lui attribuer la volonté de s'opposer au masculin, bien que le masculin ne lui ait guère fait de cadeau. Il suffira de lire ce que Paul Cézanne a écrit concernant Rosa Bonheur, lui attribuant la qualité d'excellent sous-ordre en tant que peintre. Dans l'exploration de l'histoire de Rosa Bonheur, il y a plusieurs anecdotes qui m'ont fasciné. Une en particulier qui s'est déroulée avec John Abercrombie, qui était le président de la compagnie Post-Percheron du Wyoming. Il avait en effet offert à Rosa Bonheur un pur sang pour lequel il avait fallu 9 cow-boys et 3 jours pour arriver à l'attraper, à le calmer et à l'envoyer en France. Ce cheval, Rosa Bonheur n'a jamais réussi à l'approcher car il resta sauvage tout au long de sa vie. Lorsque John Abercrombie vient en France et se présente à déjeuner pour récupérer le fameux cheval, il y a eu un moment en cours de l'échange qui permet de souligner ce trait de caractère, pour ne pas dire ce trait d'histoire. En effet, elle évoque les inconvénients de la photographie. Gardons à l'esprit qu'à l'époque, la photographie est loin d'être ce que nous connaissons aujourd'hui. Et elle dit « Dans la photographie, je n'ignore pas que vous obtenez des résultats fort intéressants. Mais valent-ils encore l'instantanéité d'une bonne mémoire? Je ne le crois pas. Je n'ai jamais pu parvenir à fixer par la photographie les mouvements de votre cheval, tandis que je les ai parfaitement gardés dans l'œil et que j'ai pu ainsi les reproduire sur la toile. » Garder dans l'œil. Elle ne dit pas garder en mémoire, elle dit garder dans l'œil. Et je crois que ça représente toute l'intention, la volonté, la concentration et l'étude accordée à la peinture et à la sculpture tout au long de sa vie. Elle reçoit en 1865 la Légion d'honneur par l'impératrice Eugénie. L'histoire raconte que l'impératrice Eugénie se rend directement chez Rosa Bonheur sans que celle-ci ne le sache. Elle monte les escaliers sans que celle-ci ne l'entende et se rend dans l'atelier où celle-ci peint. Elle reçoit en 1855 la croix de San Carlos
En 1868, elle est membre de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. En 1880, elle est nommée commandeur de l'Ordre royal d'Isabelle par Alphonse XII d'Espagne. Elle reçoit la croix de Léopold de Belgique. En 1885, elle est membre honoraire de la Royal Academy of Watercolorists de Londres. Elle reçoit le mérite des Beaux-Arts de Saxe-Coburg-Gotha. En 1894, elle est la première femme à recevoir le grade d'officier de la Légion d'honneur. En 1899, elle reçoit la médaille d'honneur à titre posthume du Salon des artistes français. Elle fut l'une des premières membres de la Société protectrice des animaux. Cette femme est fantastique. Je crois que j'étais bouleversé par cette femme, comme j'étais bouleversé par Santiago Rossignol, parce que je me suis demandé pourquoi et comment nous avions pu oublier un tel personnage. Un personnage qui à la fois symbolise la pugnacité, à la fois qui symbolise le mot liberté, liberitas, sans contrainte, et pourtant une femme qui resta apaisée. Elle aima les femmes, elle ne s'en cacha pas. Et c'est cela, je crois, qui fait toute cette singularité inspirante, et qui me conduit à dire pourquoi Rosa Bonheur peut incarner et peut trouver son sens avec le mot bonheur, non pas par quelque fantaisie intellectuelle, mais justement comment ce nom vaut le mot et pourquoi elle incarne le mot bonheur. Pour deux raisons très simples. D'abord parce que elle incarne le mot bon, au sens consciencieux dans ses actions, dans l'exercice de son art. Doux, humain, simple, honnête, avisé, prudente. Mais aussi l'idée de production considérable qui sont liées au mot bonheur. Cette idée de bien doué, d'expert en son art, dans sa profession. Elle incarne, il n'y a aucun sujet là-dessus, me semble-t-il, le mot bon. Mais aussi le mot heure. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a su tirer avantage des circonstances. Elle a su, par sa capacité d'observation, sa capacité à regarder, épouser le cours des choses. Il y a cette très jolie phrase, toujours de Léon Roger Millès, quand il dit d'ailleurs, après le décès de Rosa Bonheur, il dit d'elle, « On peut dire que lorsque la destinée de son doigt glacé toucha ses paupières, l'artiste, pour la première fois, laissa tomber son pinceau. » Nous voici à la conclusion de cette quatrième enquête sur le mot bonheur. Que peut-elle nous enseigner ? Le bonheur ne relève pas d'un objet extérieur à soi que l'on chercherait. En cela, M. Larousse a tout à fait raison. Ce ne peut être un objectif. Le mot bonheur, par opposition à la félicité, permet d'appréhender, d'une part, comme je l'ai abordé, l'idée que nous pourrions, et c'est peut-être ça l'amalgame du quotidien, travailler à notre félicité. C'est-à-dire, finalement, cette capacité de disposition que nous avons dans l'âme et dans le cœur à nous satisfaire de ce que nous avons, de l'apprécier et de ne pas attendre des événements extérieurs, de personnes extérieures, quelques joies, quelques profits, quelques bénéfices, quelques donc bonheur que nous pourrions avoir. Non. Le mot bonheur implique une disposition, une capacité perceptive à se laisser imprégné par expérimentation de ce que le cours des choses, ce que l'on appelle si communément la vie, nous apporte. Il convient de ce fait, à la fois à l'instar du marin, de conduire le navire pour appréhender les aléas, pour avoir l'œil vif, pour faire preuve de lucidité, de discernement, ce qui nous permet non pas de subir la circonstance, c'est-à-dire ce qui nous entoure, mais bien au contraire de mieux nous positionner dans cet antre, de sorte que nous ne soyons plus victimes ou héros face à la fortuna, mais bien apaisés, car justement
non surpris par le dit événement. Le bonheur sera donc cette manière de rencontrer, d'expérimenter la vie au quotidien. Non plus comme cette quête évoquée, ni encore moins comme un fantasme, la fantasia, cet imaginaire que j'aurai du bonheur que je cherche à capturer. Non, mais bien cet état de disposition qui me rend sensible, disponible à cet état qui m'émeut sans me déterminer par l'émotion. Je vous souhaite d'expérimenter le bonheur en gardant juste à l'idée que ce n'est pas ce que vous pourriez attendre de la vie qui vous apportera le bonheur, mais de votre capacité à apprécier au quotidien ce que le cours des choses dépose à votre regard, tel que Rosa Bonheur a su le regarder.